Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je remercie le comité scientifique de la SRLF pour l'invitation. Et j'ai vocation à traiter de ce qu'il faut savoir faire, non pas de ce qui est faisable, parce que savoir-faire, c'est quand je me suis mis dans la peau d'un médecin urgentiste qui n'était pas forcément un anesthésiste de formation. Et je vais essayer de vous présenter les blocs qu'on a à disposition. Une luxation d'épaule, si on a un anesthésiste, si on sait faire, c'est vrai que c'est assez facile de faire un bloc interscalénique sous écho. Ne se pose pas le problème de la surveillance prolongée d'un patient sédaté. Et ça marche relativement bien. Néanmoins, ce n'est pas toujours accessible quand on n'a pas la formation. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt vis-à-vis de cet exposé. Et voici les objectifs pédagogiques qu'on abordera au cours des 20 prochaines minutes. Je vais commencer, si vous voulez bien, par deux petits QCM. Je ne vous donne pas les réponses, on les trouvera au mesure de l'exposé. C'est quelque chose qui est vécu. 27 ans, accident de moto, fracture de la diaphyse fémorale. Il est extrêmement mal, rien d'autre. Vous dites, on va faire une ALR. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? Je vous laisse lire assez rapidement et vous mettre en tête ce que vous allez envisager chez ce malade. Ça, c'est du patient de tous les jours de service d'urgence. Puis, comme il a fallu le déplacer, il a eu un petit peu de kétamine, ce malade. C'est un vrai cas clinique. Hein. Et le temps de lui réaliser le bloc, on lui fait le bloc alors qu'il y a encore un peu de kétamine. Et puis, il rapporte des hallucinations, il y a un petit goût métallique dans la bouche. Et voilà différentes propositions de réponses. Je vous laisse y jeter un œil. Imaginez ce que vous mettez de côté et ce que vous gardez pour vous. Et évidemment, je vous apporterai les réponses au cours de cet exposé. Et puis, il y aura un troisième quiz au cours de l'exposé. Alors, comment ça marche? Sans rentrer dans la physiopathologie, ce n'est pas l'objet. L'ALR, c'est des anesthésistes locaux qui vont aller bloquer des canaux sodiques. Ce sera la seule diapo de physiopathe de l'exposé. Au niveau des nœuds de Ranvier. Il faut comprendre que ça va marcher en bloquant tous les voies ascendantes et descendantes. D'abord les voies végétatives, puis sensitives, puis motrices. Et c'est en fait une affaire de concentration du produit. On peut très bien avoir un effet sensitif sans effet moteur. Cas par exemple des péridurales analgésiques au moment de la parturition. Les femmes n'ont pas mal mais peuvent continuer à bouger. Alors, deux grandes classes de médicaments d'anesthésie loco-régionale, ceux de courte durée d'action, auquel il y a la lidocaïne, celui qu'on utilise et qui est recommandé aux urgences, puis de plus longue durée d'action, essentiellement la ropivacaïne. On utilise la prilocaïne, c'est l'EMLA, et un peu moins la mipivacaïne qui est la carbo. Ça agit au niveau du nerf, et à mesure que le produit est résorbé, la concentration au niveau du nerf diminue. On peut diminuer la résorption et donc augmenter la durée en ajoutant de l'adrénaline dans les solutions, on en parlera tout à l'heure. Et à mesure que le produit est résorbé, il passe dans le plasma, se fixe aux protéines, une partie reste libre, et c'est cette fraction libre qui va être toxique, on en reparlera dans la suite. Tout ça pour être emmené au foie et être métabolisé exclusivement par le cytochrome P450. Alors, la question posée dans l'exposé, c'est ce qu'il faut savoir faire. Eh bien, avant de savoir faire un bloc, il faut en maîtriser les complications, et la principale complication, c'est la toxicité. Et je vais me permettre d'insister un petit peu dessus, parce qu'on a encore eu un exemple récent, non pas au service d'urgence de notre hôpital, mais dans un service où on s'est retrouvé à aller chercher un état de mal épileptique chez une jeune femme qui avait eu une trop forte dose d'anesthésie locale pour une biopsie ostéomédulaire, donc ce n'est pas passé chez tout le monde. Donc toxicité locale, c'est toxicité nerveuse, c'est la lidocaïne, on va passer dessus, ce n'est pas le plus fréquent. Le vrai problème des anesthésiques locaux, c'est leur toxicité sur toutes les cellules qui sont excitables, à commencer par les cellules nerveuses, hein. Donc, vont bloquer les canaux sodiques des nœuds de Ranvier, certes, mais bloquer tous les canaux sodiques qui assurent les potentiels de membrane. Dans les formes les plus graves, c'est du coma précédé éventuellement d'état de mal ou de convulsion. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là pour se dire, tiens, il faudra peut-être que j'arrête d'injecter. Il y a toute une série de prodromes hein, qui sont représentés sur la partie gauche de la diapo et qu'il faut systématiquement rechercher pendant qu'on est en train d'injecter notre xylocaïne ou notre ropivacaïne. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations. On garde le contact avec le patient et on lui pose des questions. Est-ce que vous avez un goût métallique dans la bouche, des bourdonnements d'oreilles, des mouches devant les yeux? Est-ce que ça va? Vous faites parler le malade. S'il se met brutalement à devenir logorique, oulala, on arrête. Parce que si vous continuez, vous allez passer à convulsion. Et si vous continuez, vous allez passer à coma. Ça, c'est des complications neurologiques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les cellules neurologiques qui sont excitables, il y a les cellules cardiaques. Et bloquer le potentiel de membrane d'une cellule cardiaque, eh ben, c'est induire un effet dromotrope négatif. Ça se voit très bien quand on regarde le scope, c'est un élargissement du QRS, voilà ce qu'on ne veut pas avoir. Et dans les formes les plus graves, après l'élargissement du QRS, il y a des courants de réentrée, des passages en tachycardie, puis en fibrillation ventriculaire. Et c'est comme ça qu'on décrit des arrêts cardiaques toxiques, iatrogènes, expérimentaux, lorsqu'on a une administration, une résorption brutale. Tout ça est majoré par tout un tas de phénomènes d'acidose locale qu'on rencontre chez les patients les plus graves. Donc méfiance. Et raison pour laquelle il est recommandé de surveiller ces patients-là sur le plan hémodynamique. Il y a l'allergie qui est très fréquemment invoquée quand vous interrogez vos patients. Ils disent « je suis allergique aux
aux anesthésiques locaux, en pratique, l'allergie à l'anesthésique lui-même n'existe pas ou jamais décrit. Ce qui est décrit, c'est l'allergie à l'excipient, au conservateur qui est présent dans les solutions adrénalinées, qui est le métabisulfite. Et en pratique, quand on prend la peine d'interroger les patients, on se rend compte que l'épisode rapporté au moment de l'anesthésie locale-régionale précédente, souvent chez le dentiste, tient plus du malaise vagal ou de la résorption brutale d'un petit peu d'adrénaline, d'un petit flush, que d'une allergie à proprement parler. Je vous ai mis en haut des diapositives les rapports de puissance et donc de toxicité des différentes molécules. Pour celles qui nous concernent aux urgences, on utilise la lidocaïne qui a la moindre puissance et donc de fait la moindre toxicité. Il faut connaître la posologie maximale autorisée des molécules. On ne se lance pas dans un geste de loco-régional sans se dire je ne dépasserai pas telle dose. Donc retenez-en 1 qui est la lidocaïne, celle que vous utiliserez. C'est 5 comme les 5 doigts de la main, milligrammes, kilo. Donc vous vous fixez avant d'endormir votre patient, ou le bras, ou la main, ou peu importe, la jambe de votre patient, en disant je ne dépasserai pas telle dose. Ça c'est très bien, c'est des milligrammes, sauf que vous injectez des millilitres. Je vais me permettre de le mettre, ne le prenez pas comme quelque chose de péremptoire de ma part en disant il nous prend pour des imbéciles, c'est pas vrai. Malheureusement, l'expérience montre qu'il y a des accidents chez les patients pris en charge par des personnes qui n'ont pas l'habitude de ça. Voilà, vous allez injecter 16 millilitres de Xylo 2% adrénaliné pour faire un bloc. Posez-vous la question de savoir quelle quantité de lido et quelle quantité d'adrénaline il va recevoir. Je vous donne la réponse dans 3 diapositives. OK ? Voilà, je pense qu'il y a un moment, il faut que ça devienne un automatisme, et l'automatisme est le suivant. Si on raisonne en pourcentage, on se trompe, surtout si on n'a pas l'habitude. Maintenant, pour éviter les erreurs de médicaments, et vous savez à quel point c'est un problème à l'hôpital, eh bien, toutes les solutions qui exprimaient au préalable des concentrations en pourcentage doivent les exprimer en masse volumique. Ici, 1% écrit en 10 mg par millilitre. Donc 2%, c'est 2 grammes pour 100 millilitres, et 20 mg par millilitre. Encore une fois, ne prenez pas ça comme une agression, hein. C'est simplement un besoin qui répond aux objectifs pédagogiques de l'exposé. Donc 1 millilitre de xylocaïne à 2%, c'est 20 mg. Hein. Donc on est capable de calculer le volume qu'il ne faudra pas dépasser pour obtenir une dose qu'on ne veut pas dépasser. Et l'adrénaline, c'est la même chose. Parce que l'adrénaline, c'est écrit en tout petit. Elle est contre-indiquée, je vous le rappelle, directement les anesthésiques locaux qui comportent de l'adrénaline sont contre-indiqués pour les blocs de la face, les blocs interdigitaux et les blocs péniens, et à la concentration de 1 à 200 millième, c'est-à-dire 5 microgrammes ou 5 gamma par millilitre. Tant et si bien que la réponse à mon quiz, c'était ça. Vous faites 16 millilitres de xylo à 2%, vous injectez 300 mg de lidocaïne et 80 gamma d'adrénaline. Si vous détectez le moindre signe de surdosage, c'est les signes que je vous ai présentés tout à l'heure en prodrome, je ne me sens pas bien, j'ai un goût métallique dans la bouche, j'ai des bordements d'oreilles, j'ai des mouches devant les yeux, ou le patient devient logoréique, vous arrêtez immédiatement l'injection. 2, on appelle à l'aide. 3, on met l'oxygène. Et 4, on va administrer immédiatement de l'intralipide. L'intralipide, c'est une solution de lipides administrée en intravasculaire, avec un chiffre à retenir, c'est 2. C'est intralipide 20%, 200 ml en 2 minutes. L'index thérapeutique est absolument monstrueux, et c'est ça qui va empêcher que vous vous retrouviez dans une situation d'apparition soit de troubles de conscience, de convulsions ou d'élargissement de QRS. Est-ce que ça peut comporter derrière comme risque vital pour le patient? Donc au moindre risque de surdosage, on arrête et on administre de l'intralipide. Alors, au-delà des connaissances pharmacologiques évidentes que je me suis permis de rappeler, il y a les précautions d'usage que Agnès Ricard-Ribon vous a présentées. Et ce qui vaut pour la sédation vaut aussi pour l'anesthésie ou l'analgésie loco-régionale, a fortiori lorsqu'on est en dehors du bloc opératoire, en dehors d'une salle de surveillance post-interventionnelle. Petit 1, ça concerne en général des patients traumatisés, donc on ne s'affranchit pas de l'examen neurologique préalable. On ne va pas faire un bloc à un patient qui a un déficit nerveux, en tout cas pas sans avoir parlé au chirurgien et à l'anesthésiste. On sait faire, on ne se jette pas dessus si on n'a pas eu la formation, c'est du bon sens, mais ça mérite d'être rappelé. Le patient est au courant de ce qu'on va lui faire, parce qu'il a mal, on voit arriver avec une aiguille à un autre endroit de l'endroit où il a mal, il ne comprend pas pourquoi. On le surveille et il est perfusé. S'il faut administrer de l'intralipide, ce n'est pas le moment de chercher un cathlon vert et une voie veineuse. Le matériel de réanimation est disponible. J'avais un chef de clinique, quand j'ai appris, j'étais interne d'ACI, qui me disait, et c'était sa blague, c'est quoi les 3 médicaments de l'anesthésie loco-régionale? Alors je cherchais bupivacaïne, ropivacaïne, je me suis trompé. La réponse était pentotal, éphédrine, oxygène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de faire face aux complications systémiques de l'administration de ces médicaments à haute valeur toxique. Hein. Donc ça veut dire plateau de réanimation et de quoi endormir le patient si jamais ça se passe mal. Stimulateur
Il y en a de moins en moins. Échographes, il y en a de plus en plus. Formez-vous des échographes dans les services d'urgence. Il y en a même maintenant dans tous les camions et les VL de SMUR. Alors, je vais vous montrer quelques images tout à l'heure. On s'en sert maintenant pour faire de l'analgésie loco-régionale. On utilise des aiguilles à biseau court pour minimiser le risque de lésions nerveuses d'une part et d'autre part pour sentir le franchissement des fascias, on va en parler. Et puis, je l'ai dit, on calcule au préalable non seulement la dose, mais surtout le volume maximal autorisé pour un patient. Il y a quelques contre-indications. Une évidente, infection au point de ponction, on ne va pas piquer en plein milieu d'un bubon plein de pus. Hein. Les troubles majeurs de l'hémostase, là c'est majeur, hein, c'est-à-dire que ce patient qui est sous cardiologique, on peut lui faire son bloc. En général, je vais vous présenter des blocs superficiels. Celui qui est en grand choc hémorragique sous dabigatran, c'est un autre débat, et peut-être que lui ne relève pas d'une prise en charge d'un simple bloc iliofacial. L'allergie est exceptionnelle, et la porphyrie, parce que la porphyrie nécessite un anesthésiste local particulier, vous vous référerez à cela. Il n'y a pas besoin de faire de bilan d'hémostase systématique avant de faire un bloc. Pendant le geste, si le patient a été ou doit être sédaté, c'est au maximum pour obtenir un RAMC à 2, évidemment une asepsie. Je l'ai dit et je le redis, on maintient le contact verbal avec le patient. On fait des tests d'aspiration répétés, en particulier pour le bloc iliofacial où il peut y avoir de grands volumes, grand étant 15 millilitres. En gros, on injecte 5, on réaspire, on injecte doucement, on réaspire et on réinjecte. Et on arrête. Si le patient a très très mal quand on injecte, ça veut dire qu'on est dans le nerf, ou s'il y a des signes de surdosage. Et on respecte les délais d'installation. Ce n'est pas la peine de dire au bout de 5 minutes oh là là, mais ça ne marche pas, je vais recommencer, parce que 5 à 10 minutes, c'est en minimum d'installation. C'est le meilleur moyen de lui doubler sa dose et de le faire passer en seuil toxique. Alors, quel bloc? On aborde la deuxième partie de l'exposé, on peut proposer. Il y a une conférence d'experts qui a été proposée, publiée en 2004 ou 2005, sur les blocs qui étaient envisageables, que je vais vous présenter ici. Le premier concerne le membre inférieur, c'est le bloc iliofacial. Et c'était le bloc qu'il fallait proposer à notre patient qui a une fracture du fémur. Il se prête très bien. Alors j'ai représenté sur la partie droite de la diapositive ce qu'on appelle les ostéotomes, c'est-à-dire l'innervation du périoste pour les différentes structures osseuses. Et on voit que, regardez, le fémur, il est innervé par du contingent sciatique et du contingent lombaire antérieur, dans lequel il y a à la fois du fémoral, de l'obturateur et du fibulaire commun. C'est le bloc électif pour la fracture de la diaphyse fémorale et pour l'exploration du traitement de plaies de genoux. Il est proposé avec un moindre bénéfice et un moindre niveau sur les fractures d'extrémité supérieure et inférieure du fémur. Sachez que ce bloc iliofacial va permettre de bloquer de manière quasi certaine le nerf fémoral et le cutané latéral de cuisse et dans une moindre mesure, grosso modo un tiers des patients, le nerf obturateur. Voici les dermatomes, et on voit très bien que pour des plaies, ça se prête parfaitement bien, la plaie, alors plutôt face antérieure ou antéro-interne du genou. Et ça se réalise de manière assez simple si on le fait sans échographe, en déshabillant le patient évidemment. On repère l'arcade crurale entre le pubis et l'épiniaque antéro-supérieur. Et à la jonction du tiers moyen et du tiers externe, 1 cm en dessous, on pique à la verticale avec une aiguille biseau qui est court. Le biseau court va nous permettre de ressentir le franchissement de 2 fascias. Ce sont 2 ressauts successifs, comme si vous piquiez un tambour avec votre aiguille. Là. Le premier, c'est le fascia lata, c'est pas là, il faut attendre de franchir le second, le fascia iliaca, et quand on y est, on s'arrête, et on peut injecter le produit après un test d'aspiration, grosso modo 0,3-0,4 ml de lidocaïne à 1% non adrénaline. On peut proposer un petit peu plus bas, je parle des recommandations là, hein, bloc du pied, là, pour des explorations ou des sutures de plaies du pied. Il y en a 2 qui sont proposés. Le fibulaire superficiel, qui va couvrir le dermatome représenté en orange sur la partie droite de la diapositive, fait de manière assez simple. On n'a pas besoin de stimulateur ou d'échographe. Il peut être fait sous forme d'une trace hypodermique antéro-externe, hein, qui part au-dessus de la malléole externe de la partie antérieure du pied, et regarder selon les pointillés ici, en injectant 5 ml et attendre bien évidemment 10 à 15 minutes. Vous pouvez ensuite faire la suture du territoire fibulaire qui est sur la partie droite, ici en orange. Le pied est parmi les blocs qui sont recommandés. Deuxième et dernier bloc du membre inférieur, c'est le bloc du nerf sural. Alors, vous allez me dire, oui, mais on ne couvre pas toutes les plaies du pied. Je vais vous répondre, vous avez raison, mais on m'a demandé ce qu'on pouvait faire. Je vous présente là les recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation. Le bloc sural est le bloc qui va vous permettre d'assurer une analgésie de la partie latérale basse du pied, c'est-à-dire ici. Et vous voyez que la ponction est assez simple, se fait en arrière de la malléole externe. C'est une infiltration d'environ 5 ml de xylocaïne à 1%. Il faut faire attention parce que juste là, il y a quelques petits vaisseaux.
Et on s'assure toujours, de la même façon quand on pique en antérieur, qu'on n'a pas franchi un vaisseau, il y a toujours un test d'aspiration au préalable. On va passer, si vous le voulez bien, au bloc de la main. On a assez fréquemment des plaies de main qui nous arrivent aux urgences et on a différents moyens d'assurer l'analgésie pour les points de suture par exemple. Le premier, c'est d'assurer une analgésie tronculaire en allant endormir de manière distale les nerfs médians, radial ou ulnaires. Alors au préalable, ça demande de connaître les dermatomes et de se dire, tiens, j'ai besoin du nerf médian, ou besoin du nerf ulnaire ou du radial ici. Parfois une composition, un mélange des deux. Une fois que vous avez défini, on peut se lancer. Alors comment on fait ? Initialement, il était dit de le faire sans échographe ou sans stimulateur. Je crois qu'il est raisonnable maintenant d'apprendre à faire avec, d'autant qu'il y a des échographes dans les blocs d'urgence, dans les services d'urgence, pardon. Donc la ponction pour l'analgésie médian se fait sous écho. Alors on repère deux contingents tendineux, le fléchisseur long du carpe, le fléchisseur long palmaire et le fléchisseur radial du carpe, que vous sentez si vous mettez votre main ici, là, juste en dessous du pouls, et vous contractez vos doigts en réfléchissant. L'échographie, on voit très bien, et on amène l'aiguille. Ça demande un peu d'entraînement. C'est possible de faire tout un tas d'ateliers pour apprendre à faire ça, hein, et d'aller administrer l'anesthésique au contact du nerf médian. C'est 5 ml d'oxylo à 1%. Voilà à quoi ça ressemble, avec une coupe anatomique. Vous avez votre nerf médian qui est à cet endroit-là, et on voit l'aiguille qui descend, qui va permettre d'aller faire baigner le nerf autour l'anesthésie locale autour du nerf. Le bloc ulnaire est lui aussi assez simple à faire. Il se fait ici, pour ma main droite, entre le fléchisseur ulnaire du carpe et l'ulna, hein, et on sent une petite loge ici qui s'appelle la loge de Guillon. Vous pouvez faire une flexion du 5 pour bien la sentir. Eh bien, le nerf ulnaire est juste en dessous. On peut le repérer en échographie assez facilement et injecter à son contact de l'anesthésie locale. Pareil, c'est 5 ml d'oxylo à 1%. Pour ce qui est du nerf radial, c'est beaucoup plus simple. C'est des branches qu'on va anesthésier. Alors, il ne s'agit pas d'aller le ponctionner haut, mais simplement au niveau du poignet. Et là, vous pouvez faire une traçante, grosso modo de 5 cm, qui va prendre autour de la styloïde radiale. Pas besoin d'écho, pas besoin de neurostimulation. Toujours en inspiration, bien évidemment. On peut envisager des blocs de la gaine des fléchisseurs qui permettent d'endormir la gaine et donc l'ensemble du doigt, qui sont plus recommandés que les blocs circulaires qui sont extrêmement douloureux. Je vous rappelle, si vous en faites, c'est sans adrénaline. Hein. Donc c'est assez simple à faire, bien sûr, après avoir désinfecté. On plie un petit peu le doigt, on pique à 45 degrés en regard de la métacarpophalangienne. Pour s'assurer qu'on est bien dedans, eh bien, on bouge le doigt et là, l'aiguille va se mettre à se verticaliser pour tirer 2 mm, tasse d'aspiration et on injecte 1 ml d'oxylo. Là, il faut attendre que ça fonctionne et puis vous allez pouvoir œuvrer sur le doigt du patient. On va terminer par la face, si vous le voulez bien. La face, c'est une région qui est de temps en temps victime de coups de couteau ou que sais-je, qui nécessite qu'on fasse des points de suture. Alors plutôt que d'aller infiltrer de grandes quantités d'anesthésiques locaux avec ce que ça comporte comme risque de résorption, la face c'est le premier site exposé et le plus vascularisé qui fait que les résorptions sont très importantes au niveau céphalique. Eh bien, on va définir d'abord dans quel territoire se trouve la lésion et en conséquence définir quel nerf il va falloir bloquer pour pouvoir faire les points de suture tranquillement. Le nerf supraorbitaire va nous permettre de bloquer le 5-1. Alors c'est facile, vous palpez dans le sourcil ici le foramen supraorbitaire. Il est à l'aplomb de la pupille centrée, 2 cm au-dessus. On pique 0,5 cm sous le sourcil vers le haut et on injecte de 3 minutes d'oxylocaïne. Là aussi, on attend 5-10 minutes et on peut faire de l'anesthésie. On peut faire les points de suture. Pour la partie médiane, moyenne, devrais-je dire, c'est un bloc infraorbitaire, dans la 5-2. Le 5-2, il sort du foramen intraorbitaire. Alors, il est à l'aplomb, mais vers le bas de la pupille centrée, c'est-à-dire quand on regarde devant, à 2 cm de l'aile du nez, et on pique 1 cm à l'intérieur en visant le bord externe de l'œil. Là, c'est la photo. Il y a une publication de Hugues Lefort en 2009 qui est accessible gratuitement, que vous trouverez dans l'annale de chirurgie plastique et esthétique, où il présente tous ces blocs de la face, et c'est de là que j'ai tiré les photographies. Et même sanction, 2 à 3 ml d'oxylocaïne à 1%, et vous allez pouvoir faire les points de suture. Pour terminer, mais c'est peut-être le moins facile à faire, le bloc mentonnier, parce que le foramen n'est pas toujours palpable, il peut l'être ou pas. Il est réputé être à l'aplomb de la pupille centrée, ce qui n'est pas complètement vrai. Hein, parfois, il y a un petit peu de variante anatomique. Il est à l'aplomb de la première prémolaire inférieure. Là, ça devient compliqué. Pupille, prémolaire, piqué. Bon. Parfois, un peu d'infiltration peut aider. Celui-ci est un peu plus compliqué à faire. Voilà. Et on pique à l'extérieur, hein, vers le bas, et en dedans, en injectant la même dose d'oxylo. Je termine avec cette diapositive de conclusion. Les messages à retenir sont les suivants. On peut faire de l'analgésie loco-régionale en urgence, pour de l'analgésie d'une part, hein, et suturer une plaie.
Les règles de sécurité qui prévalent pour la sédation valent aussi pour l'anesthésie écorégionale. Vous devez connaître la dose maximale d'anesthésique et donc le volume à utiliser. Et en cas de signe de surdosage, on arrête immédiatement et on injecte de l'intralipide. Je vous remercie de votre attention.